Voilà, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet apéro éducation consacré à un acteur clé du système scolaire, le Centre psychomédico-social ou CPMS, et au lien avec les familles et l'école. Je me présente, je m'appelle Benoît Rosens, je suis chargé de projet d'études à Changement pour l'égalité. Par rapport au thème qui nous occupe ce soir, j'ai coordonné une étude intitulée « La collaboration CPMS et école maternelle, partenaires particuliers » qui a été publiée en 2016. Je suis également co-responsable avec Sandrine Grosjean d'une formation qui s'appelle « Tenir sa place au conseil de classe à destination des agents CPMS » dans le cadre de la formation continuée organisée par le FCPL, mais aussi avec des enseignants dans le cadre de l'IFC. Ce soir, je prendrai la casquette d'animateur, mais aussi de garant des débats, et nous souhaite un temps de travail fructueux et riche pour améliorer la collaboration CPMS, école et famille. Un petit mot sur CG. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous présenter nos intervenantes et le déroulement de la soirée, je vais vous dire quelques mots sur Changement pour l'égalité, qui est un mouvement socio-pédagogique d'éducation permanente. Donc, sur la septantaine de personnes ici présentes, ou en tout cas attendues, 38 personnes parmi vous participent pour la première fois à une activité de notre mouvement, et donc il me semblait important de vous préciser les missions de CGE, et pour les autres, ça fera un petit peu office de piqûre de rappel. Quelques constats par rapport à l'école. Mais CGE, cette année-ci, fête ses 50 ans, et malheureusement, la situation sur le terrain des écoles a peu évolué, voire empiré. Échecs et réussites scolaires restent fortement liés à l'origine sociale des élèves, et plus d'un élève sur deux échoue à l'école. Alors, CG agit à 3 niveaux. Tout d'abord, au cœur de la classe, également dans la relation entre les acteurs, et aussi sur le plan politique. Alors, au cœur de la classe, donc, notre travail consiste à réfléchir avec les enseignants, les acteurs éducatifs au sens large, sur les pratiques, sur nos pratiques, et agir là où nous sommes, faire connaître, proposer des façons d'enseigner qui prennent en compte la diversité des origines sociales des élèves. Dans la relation entre les acteurs, familles, acteurs éducatifs de l'école et associations, notre travail consiste à établir des partenariats où chacun trouve sa place. Sur le plan politique, nous dénonçons les failles du système scolaire et, c'est un peu d'actualité, on collabore en toute indépendance au débat qui touche de loin ou de près au pacte pour un enseignement d'excellence et à sa mise en place. Également, nous élaborons des propositions en faveur d'un changement de culture et de structure de l'enseignement pour plus d'égalité. Alors, les apéros éducation, un petit mot pour vous dire ce que c'est. Donc, ce sont des rencontres qui rassemblent depuis 2016 des acteurs de et autour de l'école pour débattre des questions qui ouvrent notre système scolaire à plus d'égalité. On a, depuis 2016, il y a plus ou moins 1200 personnes qui ont participé aux apéros éducation. Et donc, c'est organisé 4 fois par an, et on propose, dans ce cadre-là, une ou plusieurs conférences courtes, qui sont suivies d'un temps d'échange, puis d'un moment convivial, où l'on noue des liens et on prolonge les discussions. Donc, on discute d'abord, et puis on trinque après. Donc, histoire de ne pas trop échauffer les esprits de certains. À titre d'information, les derniers apéros étaient consacrés à la mixité sociale dans les classes et les conditions d'apprentissage, à l'exploration de la face cachée de la langue de scolarisation. Chaque conférence, comme vous pouvez le voir, sont enregistrées et puis disponibles sur notre site internet. Donc ces rencontres, elles ne visent pas à montrer des bonnes pratiques, mais proposent plutôt de réfléchir ensemble sur nos pratiques et pouvoir agir là où nous sommes. École-famille, que veut-on des CPMS? Alors, tout d'abord, vous dire un petit mot. Je n'ai pas préparé tout seul cette soirée. Il y a plusieurs permanents et militants de CG qui ont contribué à la réflexion, au choix du contenu,
et au choix des intervenantes. Merci à Fred Mahouet, à Sandrine Grosjean, à Claude Prignon. Merci à Fabienne Désir, à Marianne André, qui est une ancienne directrice, maintenant à la retraite, qui ne sont pas là ce soir, mais qui donc sont quand même parmi nous à travers le choix qui ont été faits, mais aussi à Bénédicte Vanham, qui nous a rencontrés et qui a guidé notre réflexion. Alors, pourquoi cette question? Pourquoi CG se pose la question de la collaboration CPMS école-famille? Ça fait déjà quelques années que CG s'adresse aux acteurs à la périphérie de l'école, et en particulier au CPMS, notamment suite à une étude menée en 2012 sur les questions d'exclusion scolaire définitive et le refus d'inscription. À cette occasion, nous avions pu mesurer toute l'importance de l'implication le plus tôt possible de la part des CPMS pour accompagner l'école avant qu'il n'y ait rupture définitive. Dans le prolongement de ce travail, nous avons voulu étudier en 2016, plus particulièrement la collaboration école maternelle et CPMS, pour comprendre ce qu'ils mettaient en place en faveur des élèves et des familles de milieux populaires. L'occasion, une fois de plus, de nous rendre compte que cette collaboration ne va pas de soi, malgré que les missions de ces deux acteurs se rejoignent. Loin d'être évidente, la collaboration et la posture de CPMS vis-à-vis de l'école et des familles se doivent d'être interrogées au regard des difficultés habituellement rencontrées dans le quotidien des acteurs. Il n'est pas rare en effet d'entendre dans les paroles des uns et des autres, et ce y compris au sein de CG, que les CPMS ne sont pas présents ou soutenants, ou encore qu'ils participent à l'orientation précoce ou à la relégation de certains types d'élèves. Et du côté des CPMS, de pointer que l'école leur ferme leurs portes, ne les invite pas aux réunions, les met à distance, car pas assez réactifs ou trop proches des familles. On entend également dire de la part des familles que face aux difficultés scolaires rencontrées, elles sont priées de trouver des réponses ailleurs qu'à l'école. Alors ces évocations dures, parfois caricaturées, ne reflètent bien sûr en rien toutes les réalités de terrain, mais elles ont toutes comme conséquence que chacun des acteurs se sent disqualifié ou impuissant ou déchargé des difficultés rencontrées par l'élève. Avec quelle hypothèse travaillons-nous ce soir? Donc avec son regard sur les égalités sociales et scolaires, et comme institution à la croisée des acteurs de terrain, Changement pour l'égalité entend participer au débat pour que les nouvelles orientations des missions de CPMS soient favorables à l'accrochage et à la réussite de tous les élèves, et en particulier des plus éloignés de la culture scolaire. Dans cette perspective, ne faudrait-il pas changer de regard et de posture et aller dans le sens de ce que défend Patricia McCulloch, intervenante systémicienne? Si vous êtes intéressé par cette production, j'ai ici son livre. On s'en est un petit peu inspiré pour ce soir. Et donc, elle dit, s'il y a un problème à l'école, c'est que le problème est à l'école. S'il y a un problème à l'école, il y a une solution à l'école. L'école est un lieu riche en ressources pour résoudre les problèmes qui s'y présentent. Si on est d'accord avec cette hypothèse, qu'est-ce que cela implique pour les CPMS, les enseignants et les familles? C'est ce que nous allons explorer lors de cet apéro avec des témoignages de parents, d'enseignants, de direction d'école et de CPMS. Alors, autour de la table ce soir, nous n'avons pas tous les acteurs concernés. Nous avons fait le choix d'interviewer, d'enregistrer les propos de responsables d'associations qui travaillent avec des parents de milieux populaires, ainsi que des enseignants et des directions d'école. Ces enregistrements ont ensuite été confiés à Maude et à Bénédicte, ici présente. Maude Feroge est donc directrice CPMS au centre CPMS communal Scarpec 1, et Bénédicte est directrice au CPMS Libre Saint-Gilles 3. Et merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation et d'être présente ici ce soir. Et donc nous leur avons demandé de prendre connaissance des enregistrements et de nous dire pour chaque acteur concerné qu'est-ce que ces propos évoquent par rapport à leur quotidien. Comment les accompagner pour aller dans le sens de Patricia McCulloch? Qu'est-ce que cela implique ou impliquerait? Concernant comment le CPMS aide à déplacer le regard sur la situation, et que mettez-vous ou que mettriez-vous en place pour éviter l'externalisation des difficultés, et en particulier pour les élèves issus de milieux populaires?
un petit mot sur le déroulement de la soirée. Et donc, je vais donner d'ici une minute ou deux la parole via les enregistrements à Karima Elmanza de la SBL Couleur Jeune, ainsi qu'à Ibrahim Souhaili de la SBL Apomsa. Cela prendra 4-5 minutes. Ensuite, je donnerai tour à tour la parole à Bénédicte et ensuite à Maude. Elles auront chacune 7 minutes pour réagir aux propos que vous allez entendre maintenant. Je ferai la même opération par rapport aux propos des enseignants que je présenterai par la suite. Ensuite, donc, les différentes interventions nous mèneront plus ou moins vers 19h, 19h10, et nous aurons ensuite 45 minutes de débat, mais je vous expliquerai par la suite les modalités de fonctionnement de ce débat. Nathan, à toi. Donc elle est souvent négative, rarement positive. Et même quand elle est positive pour une demande de logopédie par exemple, les parents sont dans la défensive. Exemple, on demande de signer un document, ils ont la peur de signer ce document, ils veulent qu'on le vérifie avec eux. Et dans la communication qu'ils ont avec le PMS, c'est une communication qui est très technique. Votre enfant a ci, ça, et donc le parent ne comprend pas la moitié de ce qu'il écoute et ressort avec le document que vous devez juste signer ce document pour qu'on puisse lancer la logopédie par exemple. C'était fait qu'on lise le test aux parents avec des choses que le parent ne comprendra pas, mais qu'on prenne le temps de prendre quelqu'un qui va vulgariser, qui va expliquer, qui va traduire le contenu et bien montrer aux parents que la chose qui est faite pour l'enfant est quelque chose qui est positif pour l'enfant. Ce n'est pas une sanction pour l'enfant. J'ai eu un parent qui est venu chez moi parce qu'on lui a demandé de signer un document pour de la logopédie. Le parent avait peur parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il faut la logopédie. Et le parent m'a dit, est-ce que je peux t'amener le papier pour que tu le lises avant que je signe? Et donc on voit bien que, dans la communication qui est faite, elle n'est pas claire, ou bien elle est trop rapide, trop directe. Ils disent que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ils disent que c'est compliqué. Souvent, ils ne savent pas ce que c'est. Le plus souvent, ils en ont peur. Donc, et ça se concrétise comment au niveau de la relation PMS-parents? Moi, ce que j'ai déjà vu, c'est des parents à qui on agrafe le petit carton du PMS dans le journal de classe et on ne dit rien. L'école n'explique pas. Et donc, le parent ne sait pas très bien ce qu'il doit faire et comprend que son enfant a un problème. Mais voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai vécues. Après, ça va dépendre des écoles. Il y a des écoles, une avec laquelle je travaille, où il y a un chouette partenariat avec le PMS et on arrive à avoir des réunions avec les parents, avec moi en tant que représentant d'une association qui travaille avec la famille, avec l'enseignant titulaire de l'enfant. Et donc là, c'est très intéressant parce que là, on avance et on sent que le PMS est en appui tant de la famille que de l'école. J'ai eu un cas concret, c'était une petite en première primaire qui n'avait pas encore les compétences pour passer en deuxième, même si normalement en première, deuxième, on ne double pas. Mais il y avait un enjeu parce qu'elle ne décollait pas du tout en lecture, ni en numération. Et donc ça n'a pas été vécu de manière violente pour le parent parce que ça a été accompagné et on a aussi accompagné l'enfant. L'enfant a été vu par la psychologue du PMS à plusieurs reprises. Et donc quand il s'est avéré effectivement que ça allait être plus salutaire de recommencer l'année, mais avec un dispositif différent de la première fois où l'enfant a fait la première. Moi, j'étais là pour la traduction aussi, parce que la maman était arabophone et donc elle voulait soutenir, mais ne savait pas comment. Et donc, l'école a pris du temps et le PMS aussi. Et puis, des contacts téléphone et puis par mail, donc des choses comme ça. Et puis, j'ai tout le contraire dans un cadre d'orientation vers le spécialisé qui a été vécu très, très violemment par la famille parce qu'il y avait des soucis dans l'école à ce moment-là. Et le PMS devait être en soutien d'accompagnement pour l'enfant et les parents pour qu'ils comprennent pourquoi l'enfant est orienté, etc. Et donc moi j'ai suivi le cas après que l'enfant soit déjà en spécialisé. Ça a été un carnage. Les réunions avec le PMS, l'assistante sociale du PMS, on dirait qu'elle se faisait un point d'honneur à ne pas respecter la parole des parents. Et donc là je me suis permis, je lui ai dit en réunion, je lui ai dit écoutez, je ne comprends pas, j'ai l'impression que vous faites le procès des parents. Ce sont les premiers éducateurs de leur enfant et ils ont quand même des droits. Et donc les parents voulaient le retirer du spécialisé parce qu'on leur avait promis
qu'il pourrait réintégrer l'ordinaire. Voilà, et donc là il y a des malentendus parce que les parents n'entendent évidemment que ça et l'école était contre, mais donc ils nous ont dit écoutez, nous on fera un papier contre, on ne soutiendra pas votre démarche, et d'ailleurs c'est peu probable qu'ils trouvent une école. Et ils ont eu raison, on n'a pas trouvé d'école, parce qu'avec le retard qu'il avait, l'âge qu'il avait déjà acquis, c'était compliqué. Et là, c'était la colère d'un père et d'une mère, voilà, c'était du clash, quoi. Donc là, c'était compliqué. Merci. Donc voilà, maintenant, Bénédicte, je te donne la parole, et je t'invite d'abord à te présenter en quelques mots, ainsi que les particularités de ton CPMS. Donc Bénédicte Vanham, je suis depuis une dizaine d'années directrice dans les centres PMS de Saint-Gilles. Et je voulais préciser d'où je parlais aujourd'hui, parce que donc ces dernières années, on a essayé de faire évoluer nos pratiques et on y a été amené à cause des populations qu'on rencontrait et de l'évolution des familles et des situations qu'on rencontrait dans nos écoles. Donc principalement les écoles d'Anderlecht autour de la gare du Midi, les écoles qui se trouvent dans le cœur de Bruxelles-Ville, sont venues nous interpeller dans les repères et dans la manière classique qu'on avait à travailler en centre PMS. Alors ça c'était au départ, maintenant les questions se posent aussi avec les populations qu'on rencontre dans les écoles de Saint-Gilles, dans les autres quartiers d'Anderlecht, et donc la population bruxelloise change, influence et impacte énormément la réalité des écoles bruxelloises, mais aussi du travail PMS. Et donc moi ce que j'avais envie là où vous êtes venu me chercher au niveau du CG, ce que j'avais envie de transmettre comme point de réflexion sur notre travail, c'est les endroits où on a changé dans le travail PMS, où on a essayé d'avoir des points de repère qui étaient un petit peu différents du travail qu'on faisait précédemment. Voilà. Une première chose qui m'a interpellée en entendant le témoignage, c'est quand on témoigne que les parents n'ont pas compris. Et je pense que pour moi, c'est une de nos missions premières aujourd'hui, c'est aider à la compréhension du parent. Je pense qu'on a un soin à accorder, à mettre les parents comme partie prenante, et surtout les parents qui ne vont dans un premier temps pas comprendre, ou à qui on croit que ça va être plus facile de ne pas les associer parce qu'ils vont avoir plus de mal à comprendre. Donc nous, on est persuadés que les parents sont à la base de la scolarité de leur enfant et que c'est important de les associer. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais après c'est comment les associer. Et donc quand on entend là que le parent n'a pas compris, je pense que là sans doute qu'on a loupé quelque chose. Je pense qu'on a à travailler la compréhension des parents de notre travail, mais aussi sans doute la compréhension du reste du monde médical. De plus en plus, nous, on va dire qu'on a un rôle de traducteur, c'est-à-dire d'accompagner les parents vis-à-vis des différents acteurs du monde qui tournent autour de l'école, et donc ça va être principalement le monde médical. Là, on a parlé des logopèdes, mais il y a vraiment aussi les équipes spécialisées des hôpitaux qui, je ne sais pas si vous avez déjà accompagné des parents à ces endroits-là, si vous avez déjà assisté, mais la remise des conclusions du bilan sont extrêmement difficile à comprendre déjà pour nous, alors on imagine pour des parents. Quand on est à côté des parents et qu'on s'autorise à interroger un médecin, qu'on s'autorise à dire quand vous dites ça, qu'est-ce que ça veut dire, ou moi j'ai pas bien compris ça, on autorise les parents à prendre cette idée qu'on peut poser une question à un médecin, qu'on peut interroger, et après on peut reprendre ça avec eux en disant comment est-ce que vous avez compris, comment est-ce que vous avez entendu ce qui vous a été dit. Donc on n'accompagne pas toujours les familles à tous les endroits ou par rapport aux différents acteurs auxquels ils sont confrontés, mais on essaye toujours d'avoir ce travail de dire quand vous avez rencontré, comment est-ce que vous avez compris ce que la logopède a dit, même comment est-ce que vous avez compris ce que l'enseignant a dit, comment vous vous l'appropriez, parce que ce qui est important, a priori, c'est pas l'information en soi, c'est la manière dont les gens vont comprendre l'information et vont en faire quelque chose. Nous ne sommes pas détenteurs, nous, de l'information. Notre rôle de plus en plus c'est la faire circuler, c'est voir comment elle peut passer entre les acteurs. Ça me fait rebondir sur un autre aspect qui est celle du premier contact et de la demande, et donc de ce petit carton dans le journal de classe qui dit allez voir le centre PMS. C'est, je pense, un deuxième point d'attention qu'on a à avoir, c'est le trajet de la demande. On essaye vraiment de travailler avec les personnes qui sont demandeuses. Si au départ c'est l'enseignant qui a une question, c'est l'enseignant qui est demandeur.
Et ne faisons pas croire aux familles qu'elles demandent quelque chose qu'elles n'ont pas demandé. Il y a des familles qui viennent vers nous, il y a des familles qui, quand on arrive à se montrer visible et accessible, qui ont des demandes et qui viennent nous chercher. Mais bien souvent, c'est l'école qui estime ou qui juge nécessaire que les familles viennent nous rencontrer. Et donc je pense que c'est important que l'école accepte alors son rôle de demandeur. Et donc explique pourquoi ils ont envie que les familles, expliquent aux familles pourquoi ils estiment nécessaire qu'on rentre en piste et qu'on rentre en jeu. Et donc là, il y a souvent quelque chose qui est difficile à comprendre pour les écoles, on va voir après aussi, de pourquoi est-ce qu'on leur demande à eux de porter la demande. On pourrait nous-mêmes appeler les familles et leur expliquer qui on est. La difficulté, c'est qu'ils ne savent pas qu'on circule dans l'école et on n'a pas à connaître leur enfant. Au départ, on ne connaît pas leur enfant. Si on appelle les familles pour dire « Ah, on a appris que votre enfant a un problème, il faut que vous veniez nous voir », c'est très invasif. Moi, j'estime que c'est très invasif. Et donc, accompagner les écoles à exprimer aux familles ce qu'ils observent en classe, on a l'impression que c'est essentiel. Il y a des parents qui apprennent, après 6-7 mois, que ça fait 7 mois qu'ils sont en difficulté en classe avec leur enfant, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas été associés. Parce que parfois, on a estimé qu'ils ne pouvaient pas l'entendre, qu'ils ne sauraient pas quoi en faire, et peut-être parfois à juste titre, mais... Donc c'est tout l'enjeu de pouvoir que la personne qui a une difficulté avec une situation, avec un enfant, avec une famille, puisse le porter devant cette personne et puis nous y associer. Je pense que ça c'est vraiment un point important aussi. Alors de nouveau, il y a des endroits où ça se fait très facilement, il y a quand même des endroits où on observe que c'est difficile d'aller dire aux parents ce qui est observé en classe. Et donc là, on peut aussi avoir un rôle, mais là c'est plus avec les enseignants, donc je y reviendrai après, mais d'accompagner les enseignants pour pouvoir dire aux parents. Ok. Alors je parle encore, on pourra y revenir après, de la relation triangulaire qui est très, très proche de la question de la demande. Quand on est dans une relation à trois, on permet que ce ne soit pas frontal. Enfin, c'est ce qu'on appelle la triangulation. Et donc je pense que c'est une position très intéressante dans le lien école-famille. Si nous portons la demande de l'école, on ne peut pas prendre une position un peu extérieure qui interroge « Tiens madame, quand vous entendez ça de l'institutrice, qu'est-ce que vous en pensez ?» Tiens, collègue institutrice, quand vous entendez la maman qui réagit comme ça, est-ce que c'est à ça que vous vous attendiez? Et donc faire circuler l'information, ce qui, je vous disais tout à l'heure, est pour moi un rôle essentiel, peut être possible quand on prend ce rôle de faire circuler la parole et donc de triangulation. Et donc on s'extrait un petit peu, on ne porte pas la demande de l'école, on ne défend pas la position de la famille, on essaye que chacun puisse, de là où il est, porter son rôle et sa place. Ça, c'est ce que m'inspiraient les deux témoignages qu'on a entendus. Merci Bénédicte. Je vais passer maintenant la parole à Maude. Alors bonjour. Tout d'abord, moi je pensais que c'était un petit comité entre nous, mais là je vois qu'il y a énormément de monde. Donc j'allais m'adresser essentiellement à des enseignants et à des parents. Donc voilà. Donc juste pour le dire. Donc on m'a demandé, avant de répondre évidemment aux questions des parents et des associations qui les représentent, on m'a demandé de présenter un peu le centre dans lequel je travaille. Donc moi je suis donc directrice au centre PMS communal 1 de Scarbeck. Donc à Scarbeck il y a 2 centres PMS communaux. Voilà. Et je suis directrice depuis 3 ans, donc c'est long et pas long, quoi. Donc voilà. Et en plein de réforme des centres PMS. Donc c'est vous dire voilà, dans quel contexte évidemment on est amené à parler. Alors, avant de présenter mon service, juste je voulais le rappeler que le centre PMS, c'est le service de première ligne des écoles. C'est important de le rappeler parce que c'est le service que l'école appelle, pas uniquement quand elle se trouve devant des difficultés d'ordre, je dirais, d'apprentissage, mais aussi quand elle se retrouve face à des difficultés qui dépassent les difficultés d'apprentissage, c'est-à-dire un mal-être, une dépression, des difficultés de comportement, de la violence scolaire, de la suspicion de maltraitance, du harcèlement, des tentatives de suicide, de la scarification. Voilà, je veux dire, ça c'est un peu
normal puisqu'on est le service de première ligne. L'idée, évidemment, n'est pas de prendre en charge tout ça, évidemment, et donc, du coup, il y a des moments, en effet, où on doit un peu externaliser et réorienter vers d'autres services. Alors, nous sommes donc face à une variété de symptômes. Alors, la spécificité du centre PMS communal de Scarbeet, c'est un centre mixte, c'est-à-dire que c'est un centre qui prend en charge les écoles qui sont à la fois dans l'enseignement, enfin, dit de l'enseignement ordinaire, mais aussi des écoles de l'enseignement spécialisé, à savoir, pour notre centre, une école primaire d'enseignement de type 8, et donc là, c'est une école qui accueille évidemment des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, et une école d'enseignement de type 1 et de type 2, le type 2 étant spécifié pour cette école-là, spécificité autisme. Alors, il est clair que le centre travaille, si je puis dire, au bénéfice de 5830 élèves qui sont répartis sur 14 implantations, et voilà, ce qui est quand même un certain nombre d'élèves. Et aussi, une nouveauté, c'est que depuis notre rentrée scolaire 2019, on accueille une logopède qui était uniquement, dont sa mission est uniquement pour les classes maternelles. Une autre chose peut-être aussi à rappeler, c'est que donc, là c'est plutôt la spécificité de notre centre, c'est que nous, on avait mis en axe prioritaire de travail, il y a plusieurs axes, on avait mis le soutien à la parentalité, parce qu'on s'était bien évidemment rendu compte qu'il y avait un certain nombre de soucis dans la relation, en tout cas dans la représentation qu'on pourrait avoir les parents de ce que peuvent être des difficultés à l'école. Alors, une autre chose que je voulais, évidemment on travaille dans le cadre d'un décret, qui est le décret mission, avec voilà, les 3 missions qui vont faire l'objet d'une réforme, d'un débat, enfin bon. Mais ce qui moi m'intéressait de soulever ici, concernant les parents, c'est que le CPMS, c'est important de soulever ce point, c'est qu'il travaille avec l'élève. Donc, je veux dire, il met l'élève au centre de ses préoccupations. Alors, qui dit travailler avec l'élève, dit évidemment travailler avec les enseignants et avec les parents, enfin d'abord avec les parents, mais aussi avec les enseignants, puisque ce sont les deux figures, je dirais même avec les éducateurs aussi, parfois avec les médiateurs. Donc, il y a quand même pas mal d'acteurs dans l'école, pas uniquement des enseignants, et que donc, ce sont les figures, évidemment, qui s'occupent, qui sont en première ligne avec les enfants. Donc il est fatal qu'un centre PMS qui va prendre en charge, ou en tout cas il va essayer de mobiliser une famille concernant des difficultés, il va travailler avec ces deux figures-là. Alors, par rapport aux parents, donc les réactions par rapport au quotidien que nous on rencontre, et de ce que j'ai pu entendre évidemment dans la séquence d'enregistrement, c'est que nous, ce qu'on rencontre souvent, et je pense que là, on a eu un gros travail qui me précède d'ailleurs, de démystification par rapport au centre PMS. Et je pense que autant le centre PMS 1 que le centre PMS 2 a beaucoup fait pour démystifier l'idée que le centre PMS oriente vers l'enseignement spécialisé. Alors, évidemment, voilà. C'est compliqué parfois, évidemment, on a fait un gros travail là-dessus. Moi, je dirais, pour les parents, ce qui est compliqué, c'est de comprendre le sens du pourquoi ils doivent venir nous voir. C'est pas toujours évident, même quand l'école leur signale un certain nombre de difficultés, de comprendre pourquoi, en effet, ils doivent venir voir un centre PMS, ce que je comprends en même temps. Et donc, de ce côté-là, je pense qu'on a aussi fait beaucoup. Ça rejoint un peu ce qui était dit, ce que ma collègue disait précédemment. Je veux dire, on a fait aussi beaucoup de travail de ce côté-là. Et on accueille pas mal de demandes, c'est-à-dire qu'on va essayer de mobiliser les parents, mais en impliquant, si je veux dire, l'école dans le processus. Alors, si maintenant il fallait réorienter, s'il fallait réorienter un enfant maintenant vers un enseignement spécialisé, on ne le fait jamais, je veux dire, de façon directe. Donc on envisage toujours d'autres pistes possibles à mettre en place dans l'école. Et là, ça rejoint un peu ce que vous disiez par rapport à la citation que je ne connaissais pas de Madame McCulloch.
Donc j'ai été parcourir le livre. Je n'ai pas dans l'idée qu'un centre PMS forcément externalise toujours. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue, mais on en débattra. On essaye des pistes. Et avec les intégrations, ça a été aussi des pistes qu'on envisage, qu'on prend en considération. Voilà. Alors, quand on a pas mal aussi de plaintes de parents qui concernent aussi l'école, on n'a pas simplement des parents qui viennent aussi se plaindre d'une mauvaise communication ou trop violente de l'école par rapport. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu entre ces deux figures. Et c'est pas toujours évident de pouvoir se positionner. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport aux parents, puisque là c'est aux parents que je m'adresse, c'est qu'on ne force jamais un parent, en tout cas dans mon centre. Moi, je n'ai pas, depuis que j'y travaille, on a toujours veillé à se dire qu'on était consultatif et qu'on ne force jamais un parent vers une orientation qui n'aurait pas de sens pour lui et qui n'accepterait pas, parce que de toute façon, ça foirera, enfin je veux dire, ça ne tiendra pas, enfin je veux dire, c'est contre-productif de ne pas mettre le parent dans le coup. Alors je ne dis pas que du coup il y a le temps des familles, du coup on se retrouve, on n'est pas forcément toujours bien accueillis du côté de l'école. Hein. Donc on se retrouve là de nouveau à devoir expliquer un peu pourquoi on attend aussi que les familles puissent prendre leur temps. Alors ça ne veut pas dire forcément que on n'a pas l'idée que ce serait ce qui serait mieux pour l'enfant, mais je pense qu'il y a aussi tout un travail avec certaines, je ne dis pas avec évidemment toutes les familles, un travail à faire de compréhension, de sens d'une orientation, et je pense que voilà, on a, moi il me semble, en tout cas dans mon centre, on a fait tout un travail de ce côté-là. Alors c'est pas toujours évident évidemment de changer les représentations de ces écoles. Maintenant, il arrive aussi que des parents refusent la guidance. Bon ben voilà, voilà. On ne va pas évidemment faire de forçage là-dessus, ça sert à rien. Quoi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les écoles, on fait des rendez-vous à l'école, on fait des concertations. Donc moi, j'ai dans l'idée que oui, dans la mesure du possible, quand même, on va quand même dans le sens de McCulloch, c'est-à-dire que quand il y a un problème, on essaye de le résoudre, évidemment. Mais, et là je mets un mais, à condition que le centre PMS soit un lieu tiers, un lieu indépendant des écoles, un lieu qui permette que quelque chose puisse se discuter avec les parents. Merci pour ces premières interventions. Et donc maintenant, nous allons donner la parole à Geneviève Nart, qui est enseignante dans le secondaire, mais aussi à Iman Kedfaoui, qui est directrice dans le secondaire, et à Stéphane Lambert, qui est un ancien directeur dans le fondamental. Et donc, comme précédemment, les interventions vont prendre 4-5 minutes, et puis ensuite je donnerai la parole à nos intervenants. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà la première raison, c'est quand un enseignant vient me parler d'une inquiétude qu'il a à propos d'un élève et qu'on a besoin d'une écoute, de quelqu'un d'extérieur qui puisse nous écouter et juger de l'inquiétude ou de la gravité des faits, et de voir aussi comment on pourrait intervenir. Okay. Ça peut être des raisons familiales, ça peut être un décrochage scolaire, ça peut être un problème de comportement, ou des troubles d'apprentissage détectés par l'enseignant. Okay. Il nous arrive aussi de faire appel à eux pour un cadre. Enfin, je donne un exemple. On parlait du harcèlement scolaire, ou on parlait de la puberté ou l'adolescence. Et donc, ou les réseaux sociaux. Et donc, si c'était un thème plus général
qui est parti peut-être d'un cas particulier d'un élève qui a rencontré une difficulté, mais qui pourrait en fait sensibiliser ou toucher tous les élèves de la classe. Alors oui, on peut aller rencontrer le CPMS, leur demander, enfin leur exposer la situation et leur demander de venir faire une animation en classe à propos de ce sujet pour travailler de manière préventive avec les élèves. Oui, alors ils nous ont bien spécifié dans la relation de partenariat avec l'école qu'ils restaient disponibles et qui sont à l'écoute de la direction et des enseignants. Quand les enseignants sont aussi en difficulté, ils peuvent aller au CPMS pour aller chercher des pistes et des outils, éventuellement être orientés vers des acteurs extérieurs à l'école, mais auxquels ils ne pensent pas toujours. Voilà, pour pas qu'ils restent seuls dans leurs problématiques en se disant qui va pouvoir m'aider et se dire finalement personne. Il y a peut-être parfois des choses qui sont un peu plus délicates, on n'ose pas aller trouver la directrice parce qu'on n'arrive pas à gérer certaines situations, parce qu'on a peur d'être jugé, et donc le CPMS a quand même un rôle et garant de la confidentialité. C'est quand même une bonne vingtaine de kilomètres, donc les parents ne savent pas ou pas facilement se rendre là-bas, donc les contacts se font uniquement par téléphone, et donc c'était d'attendre que les parents aient fait la démarche de téléphoner, et notre démarche de dire et vous ne pouvez pas prendre contact avec les parents, non, ça c'est vraiment les parents qui doivent bouger. Nous, en tant qu'équipe éducative, on n'a aucun pouvoir pour pouvoir mettre en route le travail de l'équipe du CPMS. C'est vraiment sur base d'une démarche des parents. Et donc, ça a été vraiment la limite la plus difficile dans la mise en route du travail. Après, une fois que les parents avaient fait cette démarche-là, c'est vrai que ça permettait d'avancer, parfois d'avoir des collaborations intéressantes, parfois plus difficiles. L'attente c'était vraiment d'avoir la psy ou l'assistante sociale qui vient dans la classe, qui s'installe et qui est là et qui peut voir l'enfant dans une situation de vie de classe ordinaire, je dirais. Ça, c'était... Et à partir de là, pouvoir revenir à une concertation, dire, tiens, j'ai observé ceci, j'ai vu ça. Et quand on a pu faire ça, ça a été malheureusement pas la majorité des situations, mais quand on peut faire ça, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt réel à le faire parce que ces personnes ont des grilles de lecture que nous n'avons pas, et donc ça permet parfois de décaler un peu un point de vue, d'enrichir. Voilà. Maintenant, il y a énormément d'attentes de la part des enseignants, des enseignantes sur donnez-nous des pistes, des solutions, des clés, etc. Et là, à chaque fois, la réponse était mais le travail pédagogique, c'est pas nous, c'est vous qui avez la formation pédagogique. Et donc, c'était vraiment de renvoyer les instituts vers leurs compétences professionnelles, ce que je trouve qui est une démarche qui a du sens, mais en même temps qui les laissait fort en attente. Et donc, oui, c'est ça. Donc, la moindre demande d'intervention, c'était remettre cette machinerie-là en route. OK, on va commencer le testing. Et bardaf, c'était 2 séances, 3 séances en tête-à-tête avec l'enfant, hors de la classe, à lui faire faire les vieux tests qui datent de la guerre. Voilà, merci. Bon, je vais donner la parole à Bénédicte. Un des points de repère qu'on essaye de garder à l'esprit, c'est d'essayer d'agir où on a prise. Alors nous, en tant que centre PMS, et d'inviter aussi les écoles à agir où elles ont prise. On n'a pas prise facilement sur ce qui se passe à l'intérieur des familles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas interpeller à ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une croyance que si à la maison il y avait plus de cadres, ça se passerait mieux à l'école, mais on n'a pas prise là. Et à certains moments, nous sommes très frustrés dans notre boulot, et les enseignants sont très frustrés dans notre boulot de ne pas pouvoir changer les choses. Et donc, effectivement, en découvrant l'idée qu'il y avait peut-être des choses à faire au sein de l'école quand il y avait une difficulté au niveau de l'école, ça nous a quand même redonné un peu de souffle et redonné la prise sur certaines choses. L'attente que les parents aillent vers le centre PMS que ce directeur met en avant, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Oui, mais si les parents ne bougent pas, vous ne pouvez rien faire. Il y a plusieurs choses à ce niveau-là.
On peut attendre que les parents nous appellent, on peut aussi se rendre plus accessible que par un appel. Il y a des familles qui, avec l'oral, ne sont pas à l'aise et avec le téléphone ne sont pas à l'aise. Donc je pense qu'il y a des manières aussi de nous amener des parents et de se rendre plus accessible, autre que l'attente qui est parfois celle de l'école, que nous-mêmes décrochions le téléphone pour fixer un rendez-vous. On a parfois proposé des temps de permanence dans les écoles pour que les instituts nous présentent les familles, pour que le premier contact puisse se faire. On sait bien que le centre PMS, c'est parfois un grand organisme mystérieux et que quand il n'y a pas de visage et de nom et de personnes derrière les personnes de qui on parle, ça fait peur, ça génère des craintes. Et donc l'idée de se rendre accessible autrement qu'au bout d'une ligne de téléphone, c'est tout à fait possible. Mais là, on attend toujours que les parents se mobilisent. Et donc, on a essayé d'inventer aussi des manières de travailler si les parents ne se mobilisaient pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'école avec les enseignants sur ce qui se passe à l'école. Et donc, effectivement, porter un regard individuel sur un enfant, c'est-à-dire faire une évaluation, faire une observation et ouvrir un dossier pour l'enfant, on reste persuadé qu'on ne peut pas le faire si la famille n'est pas d'accord qu'on le fasse, parce qu'on ne saura rien faire de ces observations, parce qu'on aura beau avoir un avis après, l'intérêt c'est que la famille s'empare de notre avis. S'ils n'ont pas envie qu'on se le fasse, ça ne sert à rien qu'on se le fasse. À côté de ça, se dire qu'il y a un travail à faire avec les enseignants sur ce qui se passe en classe, c'est de se dire que la manière dont la difficulté se manifeste dans la classe joue aussi au niveau de la relation que l'enfant a avec ses pairs et avec l'institutrice. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés scolaires, ça veut dire que la manière dont l'institutrice répond aux difficultés scolaires, qui fonctionne d'habitude avec tous les autres élèves, les enseignants sont compétents et donc ont trouvé des manières de réagir vis-à-vis de ce qui se présente en face d'eux. À certains moments, ça ne fonctionne pas. Pour certains enfants, la réponse qu'ils ont construite ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comprendre avec eux pourquoi là, ça ne fonctionne pas et comment est-ce qu'on peut un peu décaler le regard. Alors voilà, on essaye de faire ça. On a pas mal été vers les enseignants, du coup avec une phrase qui était « qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place ?» qui est extrêmement mal reçue. Donc il va falloir qu'on invente autrement, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur demande des comptes, ils ont l'impression qu'on juge leur travail. Une enseignante m'a dit récemment « oui, mais on a l'habitude d'être sur la défensive, on a l'habitude de devoir se justifier ». Et donc cette phrase n'est pas comprise quand on demande ce qu'ils ont mis en place. C'est vraiment pour se dire comment est-ce qu'on peut ne pas faire la même chose, comment est-ce qu'on peut partir des compétences que vous avez déployées pour essayer de trouver autre chose et justement amener ce petit décalage qui est notre regard un peu autre et un peu extérieur. Donc voilà, il y a des choses qui sont tentées, qui sont essayées. On doit continuer à les rendre plus compréhensibles et montrer ce qu'on peut apporter aux écoles quand on essaye de faire ça. Il y a beaucoup d'attentes d'observation, donc on entend ce directeur dire on aimerait que vous alliez observer en classe, que vous puissiez amener un autre regard. Il y a beaucoup d'attentes de pistes pédagogiques, et donc il y a toujours cet enjeu, comment on se positionne à côté des enseignants avec des compétences spécifiques mais qui ne sont pas les compétences des enseignants. Un de nos rôles aussi, je pense vraiment, c'est de remettre ou de continuer à mettre les enseignants dans leurs compétences et aller rechercher les pistes d'intervention qu'ils peuvent avoir, qui n'ont pas réussi à mobiliser dans cette situation-là. Donc de plus en plus, il y a du travail collaboratif et les enseignants sont amenés aussi à travailler l'un avec l'autre, mais quand on est seul face à sa classe, on a tendance à réessayer plusieurs fois la même chose et aller beaucoup dans le même sens parce qu'on a, voilà, il y a une quantité d'élèves impressionnante, les difficultés sont impressionnantes et je pense que là, on peut servir à décaler un petit peu les choses et à amener quelque chose d'un petit peu différent. Donc voilà, par rapport là je parlais principalement des compétences des enseignants, et ça me renvoyait vers la question d'externalisation et d'hypermédicalisation. Alors je ne sais pas si les centres PMS sont ceux qui externalisent le plus, mais je pense qu'il y a une logique de société qui est quand même que pour chaque difficulté, il y ait un spécialiste qui puisse y répondre.
avec quand on parle d'hypermédicalisation, c'est quand même qu'il y ait un spécialiste en dehors de l'école qui puisse répondre à toutes les difficultés qu'on rencontre dans l'école. Et ça laisse quand même passer le message qui ne me paraît pas très positif, qui est de déforcer l'école, c'est-à-dire que l'école ne peut plus répondre à ce qui se passe en ses murs, toutes les réponses appartiennent à des spécialistes extérieurs, et nous on se rend compte quand même dans ce lien qu'on a avec eux que ces spécialistes connaissent très peu l'école. Donc ils connaissent leur spécialité, mais ils connaissent très peu la manière dont l'école aujourd'hui propose les choses, les moyens qu'ont l'école, etc. Et donc de nouveau, c'est peut-être notre rôle et notre spécificité, c'est de pouvoir avoir un pied dans l'école et connaître les réalités des écoles et aussi pouvoir interpeller les spécialistes et être en lien avec le réseau. Mais voilà, soyons attentifs, j'ai l'impression à cette manière de voir le centre PMS comme orienteur vers tous les services extérieurs. Aussi peut-être dire, tu m'as pas encore montré le petit carton, si il est là. Mais dire que dans nos missions, il y a un travail autour des situations individuelles et des suivis individuels, et là, je pense qu'on est très reconnu et connu. On a aussi des missions autour du collectif. Et nous croyons assez fort au collectif, aux interventions collectives. Alors le collectif, ce n'est pas que faire des animations orientation réto. C'est aussi, c'est d'abord mobiliser l'ensemble d'une classe, et l'ensemble d'une classe dans les relations que les élèves ont les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire qu'on peut faire du collectif en réponse à une inquiétude autour d'un enfant, on peut faire du collectif en réponse à un problème de classe, et c'est de se dire que l'apprentissage se fait aussi dans le regard des autres, se fait aussi dans l'influence qui se joue les uns vis-à-vis des autres, et du groupe classe vis-à-vis de l'enseignant. Et donc je pense que là, il y a pas mal à déployer encore d'énergie dans des interventions collectives, mais au bénéfice, mais ces interventions collectives, pas uniquement en termes d'animation, mais au bénéfice de l'apprentissage et de la réussite scolaire, au-delà des aspects du vivre ensemble, qui ne sont pas, quand je dis au-delà, ils ne sont pas à différencier, c'est pas l'un ou l'autre, je pense que les deux, que l'un permet l'autre et qu'il y a des allers-retours entre les deux. Merci. Je donne maintenant la parole à Maud. Alors oui. Donc là, c'est la réponse aux enseignants. Alors moi, j'ai envie de dire que tous les symptômes scolaires ne sont pas des troubles d'apprentissage. Alors, quand il y a des troubles d'apprentissage, ça me paraît simple, il y a des choses qui sont mises en place, on peut le faire au sein de l'école, il y a maintenant des circulaires qui sont sorties sur les aménagements raisonnables, il y a plein de choses je trouve qu'il y a une vivacité des écoles et des logopèdes, par exemple, aussi en maternelle, qui vont aider les enseignants dans cette réflexion-là. Alors c'est pour ça que le malentendu, moi, en tout cas, qu'on rencontre beaucoup dans la collaboration école-CPMS, c'est ce malentendu que le PMS se met du côté de l'élève. Alors, justement, j'avais réservé ça pour les enseignants parce que je voulais un peu expliciter ce que moi j'entendais, ce que le centre PMS, comme l'a observé, l'entendait, et je pense, voilà, ce qui était à l'œuvre dans l'émission, le décret mission, se mettre du côté de l'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accueillir sa parole, accueillir ce qui cloche pour lui, et tout ne peut pas être résorbé dans le collectif. Il y a des choses qui peuvent se résorber dans le collectif, il y a des animations qui sont nécessaires, qu'on fait d'ailleurs, je ne vais pas les citer, on les connaît, on en fait beaucoup, mais tout ne se résorbe pas dans le collectif, et il faut pouvoir permettre à ce que l'élève lui offrir un lieu où il va pouvoir venir dire ce qui lui traverse l'esprit, ce qui fait son embarras, pourquoi lui permettre un lieu où il va pouvoir parler sans avoir l'impression d'être jugé, parce que dans le collectif, on peut dire certaines choses, mais on ne peut pas tout dire. Donc il y a l'aspect collectif, il y a l'aspect on travaille avec l'école, on travaille dans les classes, mais il y a l'aspect, et moi je tiens vraiment à le souligner, il y a l'aspect d'offrir un lieu où il va pouvoir venir dire ce qui cloche, d'en saisir la logique, et de trouver avec lui des pistes, des solutions, évidemment, qui vont l'aider. Alors ça va mettre du temps,
Et peut-être qu'on devra réorienter, mais ce n'est pas directement qu'on réoriente et qu'on externalise. Alors externaliser, je ne sais pas ce que vous entendez, il faudra peut-être le spécifier. C'est pas systématique qu'on oriente vers un centre de santé mentale, parce que bien souvent ça ne fonctionne pas si on n'a pas nous-mêmes déjà commencé à débroussailler, j'ai envie de dire, la logique à l'œuvre pour cet enfant. Donc pour moi, ça me semble important qu'on garde un lieu tiers, qu'on soit un lieu tiers et indépendant. Il faut savoir que le PMS, c'est peut-être plus évidemment avec les enfants. Il y a deux moments clés importants, c'est quand même le maternel, c'est quand même le premier moment où les enfants sont scolarisés. Donc, en tout cas, dans mes écoles, c'est le premier moment où on réalise qu'un enfant a des difficultés d'ordre autistique. On réalise toute une série de choses que les parents découvrent aussi parfois en même temps que nous, quoi. Donc c'est là où on réalise que les enfants ne sont pas propres, qu'il faut mettre en place la question de la propreté, que les enseignants doivent s'y mettre aussi pour travailler tout ça. Donc je veux dire, voilà, il y a deux moments, et alors le moment je dirais, du premier degré, du secondaire, où là, c'est la puberté qui entre en compte, et donc il y a toute une série de choses, de symptômes scolaires, d'embarras scolaires, je ne sais pas comment dire, ou d'enfants qui ne rentrent pas dans les apprentissages parce qu'il y a des troubles. Il y a aussi toute une série d'enfants qui n'y rentrent pas, tout simplement parce qu'ils sont préoccupés par d'autres soucis, par des questions d'ordre, j'ai envie de dire, existentiel, et qui fait barrage aux apprentissages et aux pédagogiques. Et on a tendance à l'oublier. Et il me semble fondamental de pouvoir préserver ce lieu PMS comme un lieu terre pour pouvoir accueillir ça, de travailler avec les éducateurs, avec les enseignants sur ces questions-là, en respectant évidemment le principe de la confidentialité. Mais voilà, l'idée, c'est pas de faire notre truc de notre côté caché et de rien transmettre. L'idée, c'est pour l'élève. C'est pas pour nous PMS. C'est pas ce débat. C'est pas cette idée-là. Et donc là, je dis qu'en effet, j'ai pas non plus l'impression que le PMS externalise énormément. Il y a des moments, en effet, on va prendre le temps d'orienter vers un autre service parce que c'est nécessaire. Voilà, bien évidemment, ça se fait avec la collaboration des enseignants, ça met du temps, et parfois c'est voilà, je dirais que c'est pas, en tout cas moi, mon expérience, c'est pas quand il faut mettre en place des pistes au niveau des apprentissages que le bas blesse. Donc c'est quand justement ces apprentissages, quand vous avez un élève qui vient vous dire qu'il ne peut plus venir à l'école, qu'il s'absente parce qu'il a des idées négatives sur ses camarades, et que ces idées négatives sur ses camarades l'encombrent et qu'il ne peut pas venir, voilà. Ou un autre élève qui vous dit que après une rupture amoureuse, il était content de pouvoir en parler au centre PMS parce que sans ça, il décrochait. Ou un élève qui, en conflit d'orientation, et ça on a souvent, vient voir pour, il ne sait pas trop, il veut s'orienter dans telle ou telle section. Il y a ces élèves-là aussi, et sa problématique à lui, ce n'est pas l'orientation scolaire, c'est l'orientation sexuelle. Donc, je veux dire, il y a toute une série de problèmes, et ils sont pas rares ces cas-là. Je veux dire, toute une série de problématiques comme ça, auxquelles nous, on doit aussi pouvoir offrir à ces élèves de venir en parler en dehors d'un aspect collectif. Donc, pour moi, c'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un et l'autre.